Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du dimanche 17 décembre 2023. Tout de suite à la une de l'actualité de ce jour, après avoir assisté à la cérémonie d'investiture du président de la République, Andradouel Namamas, de nombreux présidents étrangers ont rencontré le président. Ils ont exprimé leur confiance au président malagasy pour diriger à nouveau le pays, ainsi que renforcer leur coopération. Le président de l'Union africaine et le président de la SADC ont réitéré leur gratitude envers Madagascar pour le respect de la démocratie, qui est aussi un bon exemple pour les pays africains. Reportage de Judical Khadjenirin. Madagascar est pleinement honoré maintenant que le président élu par le peuple malagasy, Andradouel, a pris les pleins pouvoirs en tant que président de la République. De plus, la position de Madagascar devient de plus en plus forte et plus mature dans les relations internationales, notamment en Afrique et dans l'océan Indien. Non seulement les chefs d'État et de nombreux représentants internationaux ont assisté à la cérémonie de prestation de serment, mais ils sont venus témoigner de leur véritable soutien à Madagascar sous la houlette du président Andradouel. Ces derniers l'ont rencontré personnellement. Le président Azali Assoumani, président des Comores et président de l'Union africaine, a confirmé que Madagascar est désormais un bon exemple en Afrique en termes de respect de la démocratie grâce à la tenue d'élections propres et pacifiques. Étant à la tête des îles voisines, liées historiquement et géographiquement, les deux présidents de Madagascar et Comores ont évoqué le renforcement de la coopération. Le président de la SADC, le président de l'Angola, João Lourenço, a également confirmé que Madagascar est un exemple en Afrique. Madagascar a un rôle à jouer au sein de la SADC et il a confirmé lors de sa rencontre avec le président de la République la volonté de la SADC de renforcer la coopération économique. Des rencontres avec des invités étrangers ont également eu lieu ce jour, tels que le Premier ministre rwandais, Edouard Guirente, et des représentants des pays français et indiens. Les partenaires, dont le président de BAD, Adesina Akinwumi, ont également rencontré le président Andradouel. De nombreux projets ont été réalisés ensemble et la coopération se poursuivra, notamment dans les secteurs les plus importants pour le développement, comme l'électricité, les barrages, les routes et bien d'autres. L'envoyé spécial du président Xi Jinping, Ushunua, était également un invité d'honneur qui a rendu visite au président Andradouel. La Chine est l'un des grands partenaires de Madagascar et sera toujours aux côtés du peuple malagasy, a-t-il déclaré. Les représentants du gouvernement dans toute l'île ont assisté à la cérémonie d'investiture du président de la République Andradouel au stade Barry Mamas. Il y a eu également un échange entre eux et ils ont adressé les félicitations et les vœux de réussite au président de la République maintenant qu'il va à nouveau diriger le pays. Reportage. Tous les représentants du gouvernement sont venus hier à Antananarivo, y compris les préfets de police, les préfets et les chefs de district pour soutenir le président Andradouel lors de la cérémonie officielle d'investiture au stade Barry Mamas. Andradouel est investi pour devenir à nouveau président de la République de Madagascar pour les 5 prochaines années. Ces représentants du gouvernement confirment leur volonté de soutenir les 3 grands défis fixés par le président, notamment le capital humain, l'industrialisation et la bonne gouvernance. Il y a eu également une réunion entre les préfets et les chefs de district de toute l'île avec le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Au cours de celle-ci, un bilan des travaux effectués, confié à ces représentants gouvernementaux, a été effectué. Toujours dans ce même contexte, le parti AKFM a félicité le président Andradouel, élu démocratiquement, et pour avoir effectué sa prestation de serment hier à travers un communiqué, car selon le décret rendu par la HCC le 1er décembre 2023, Andradouel a été élu président et chef suprême des forces armées. Il est donc le président de la République de Madagascar selon la loi et aussi selon le choix du peuple malagasy pour les 5 prochaines années. Le parti AKFM, dans un communiqué publié hier, exprime sa fierté d'avoir un tel président. Reportage. Le parti AKFM a félicité le président Andradouel, élu démocratiquement à travers un communiqué. Le peuple a été conscient des efforts déployés par le président Andradouel au cours de son premier mandat, malgré les obstacles et la crise sanitaire qui ont sévi dans le monde et les divers harcèlements.
Il a poursuivi les travaux de développement et a créé beaucoup de projets, indique le communiqué de la KFM. Il n'est pas surprenant que la population ait souhaité qu'il soit à nouveau à la tête du pays pour les 5 prochaines années. Il a mérité cette victoire, déclare la KFM. Il a confirmé dans son discours du 16 novembre 2023 qu'il poursuivra ses efforts et intensifiera l'amélioration des conditions de vie de la population, le redressement de l'économie nationale, le maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que la souveraineté nationale, indique le communiqué publié hier 16 décembre. Le président Andradzouel tient toujours parole et c'est pourquoi la KFM renforce toujours son soutien à son égard. La province de Fianarantsoa compte 25 districts. Le président Andradzouel a été le candidat qui a recueilli le plus de voix lors de l'élection présidentielle du 16 novembre dernier et a été classé numéro 1 au niveau local. Nous sommes toujours prêts à soutenir et collaborer avec le président Andradzouel lors de ce deuxième mandat, a déclaré le secrétaire national du parti TGV pour la province de Fianarantsoa. Reportage de Rad Rabanezatouf sur les images de Anzar. Les 25 communes de la province de Fianarantsoa ont toutes bénéficié des infrastructures de développement durant le premier mandat du président Andradzouel, a indiqué le secrétaire national du parti TGV dans cette province. Selon cette dernière, le développement a été palpable durant ces 4 dernières années, bien que le pays ait subi les effets néfastes des crises internationales. C'est notamment la raison pour laquelle la population dans cette localité a encore soutenu et voté pour le président Andradzouel pour diriger à nouveau le pays pour les 5 prochaines années. Ce dernier y a obtenu les plus de voix lors de l'élection présidentielle le 16 novembre dernier, ce qui prouve l'amour des habitants dans cette localité pour le président Andradzouel. Il est espéré que le développement se poursuive toujours dans les districts de la province de Fianarantsoa lors de ce deuxième mandat, a-t-elle déclaré. Les membres du parti TGV de la province de Fianarantsoa ont organisé un événement hier dans le cadre du renforcement de liens, notamment entre toutes les associations et plateformes partisans du président Andradzouel. Dans un autre sujet, la prolongation du mandat des maires à 5 ans est importante, notamment pour la concrétisation des travaux de développement à la base, selon les propos du député de Madagascar IRD, Johnny Rakutwarsou. Selon lui, la courte durée de mandat des élus de la communauté régionale décentralisée constitue un des obstacles majeurs au développement des communes. À noter que ce projet de loi modifiant la durée du mandat des maires a été adopté jeudi par l'Assemblée nationale sans amendement. Andena Martina, Nzakhanjiantsu et Sech Andjianap. Les 2 chambres du Parlement ont adopté sans amendement, lors de la session parlementaire qui a été clôturée vendredi 15 décembre, la proposition de loi présentée par les sénateurs de Madagascar, Mahaleo Tsieb et Adzanianataï Nadjiana Jassan, modifiant et complétant certains articles de la loi portant sur les collectivités territoriales décentralisées à Madagascar. Cette proposition de loi prévoit, entre autres, une modification de la durée du mandat des maires et des conseillers municipaux qui passera à 5 ans au lieu de 4. Selon les explications du député de Madagascar, Johnny Rakutwarsou, la modification a été faite pour répondre à la demande des élus dans les collectivités territoriales décentralisées de prolonger la durée de leur mandat afin de leur permettre de réaliser les programmes de développement dans leurs communes respectives et d'assurer ainsi une réelle décentralisation. Par ailleurs, des modifications ont également été apportées concernant le mode d'élection du chef de l'exécutif et des membres de collectivités territoriales décentralisées pour mettre en œuvre le système de scrutin de liste et de la répartition des sièges. Dans un tout autre sujet, 234 infrastructures seront construites au cours de l'année 2024 dans les communes d'Anjanawach, Anoussatouandjefan et Bemasouanj Itaus pour améliorer les conditions de vie de la population, notamment dans les zones les plus vulnérables, a annoncé le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier. Des ruelles, des ponts, des escaliers, des bassins lavoirs, des bibliothèques, des blocs sanitaires, des bornes fontaines, des parkings et des égouts sont entre autres les infrastructures à réaliser. Il s'agit d'un projet qui entre dans la 2e édition des travaux urbains produire financés par la Banque mondiale selon les explications. Andena Martina sur les images de Nzar Rajiansu.
Les effets négatifs des catastrophes naturelles, notamment durant la saison des pluies, entraînent des charges et occasionnent des pertes sociales et économiques pour le pays. En effet, le gouvernement dépense d'énormes sommes d'argent pour aider les habitants vulnérables et victimes de ces catastrophes. C'est la raison pour laquelle le projet de travaux urbains ou produire, financé par la Banque mondiale, a été mis en œuvre. L'objectif du projet est l'amélioration et le renouveau dans les zones basses et vulnérables. Au cours de l'année à venir, plus de 200 infrastructures seront construites au profit des communes autour d'Antananarivo, dont les communes d'Anjanawach, Anusatuanjefan et Bemasoanjuita aussi. Le projet Produire entre actuellement dans sa deuxième phase. L'objectif reste le même, l'amélioration des conditions de vie des populations des zones basses pour Antananarivo et ses environs, selon les explications. Les travaux se poursuivent toujours. Au total, 206 projets ont été établis au cours de la première phase. Un travail majeur réalisé durant cette période a été le renforcement des digues Ikup et Sisson, qui ont beaucoup contribué à la protection de la plaine d'Antananarivo lors du passage du dernier cyclone, selon les informations. Le secteur de la pêche est confronté à divers défis en matière de gouvernance, avec des problèmes tels que la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, la surpêche, des subventions inappropriées et la corruption. Ces problèmes sont des répercussions économiques graves et créent également souvent un cercle vicieux dans la gestion du secteur, raison pour laquelle Madagascar, à travers le ministère de la Pêche et de l'économie bleue, a participé à l'initiative FITI ou Fisheries Transparency Initiative qui vise à accroître la crédibilité et la qualité des informations nationales sur la pêche. Un atelier de présentation officielle du rapport FITI pour l'année 2022 s'est tenu les 14 et 15 décembre dernier. Reportage. En septembre 2021, Madagascar, à travers le ministère de la Pêche et de l'économie bleue, a officiellement exprimé son intention de participer à l'initiative FITI. Cette initiative mondiale vise à accroître la crédibilité et la qualité des informations nationales sur la pêche. En effet, le secteur de la pêche est confronté à des défis significatifs en matière de gouvernance, avec des problèmes tels que la pêche illégale, non déclarée et non réglementée ou INN, la surpêche, des subventions inappropriées, la corruption et une prise de décision insuffisante dans la gestion des ressources marines. Ces problèmes qui ont des répercussions économiques graves et créent souvent un cercle vicieux dans la gestion du secteur, selon le ministre de tutelle. Pour remédier à cette situation, l'établissement d'une bonne gouvernance et de la transparence est reconnu comme une priorité dans les documents stratégiques de développement du secteur de la pêche. Au cours de l'année 2022, Madagascar a franchi les 6 étapes de l'adhésion nécessaires pour soumettre sa candidature au sein de la FITI, dans la création du groupe multipartite national composé de représentants du gouvernement, des entreprises et de la société civile. Le GMN, formellement établi en septembre 2022, supervise la mise en œuvre de la FITI à Madagascar. La candidature de Madagascar a été acceptée par le Conseil d'administration international de la FITI le 5 décembre 2022, faisant de Madagascar le 3e pays au monde à obtenir le statut du pays candidat à la FITI. Selon les normes de la FITI, le pays a 1 an, soit jusqu'à la fin de 2023, pour publier son premier rapport FITI. Le GMN s'est mobilisé pour produire le rapport FITI 2022 de Madagascar, qui a été approuvé par ce groupe multipartite et qui est officiellement présenté le 15 décembre 2023 au public. La période couverte par le rapport FITI a été marquée par des transformations positives, notamment le gel de l'effort de pêche en 2021, dont les effets se font encore sentir 2 ans plus tard. Des initiatives volontaristes, telles que la soumission du pays à l'exercice de transparence des pêcheries, la facilitation des investissements et la lutte contre la corruption ont également contribué à améliorer la gouvernance du secteur. Cependant, il reste encore des défis à relever, notamment en matière de collecte et de publication de données sur les stocks, de réforme du régime foncier, de gestion des accords et licences pour accroître la transparence et de promotion d'un dialogue public-privé pour le développement durable de l'économie bleue.
Place maintenant aux actualités internationales. Le gouvernement israélien affirme que son objectif est d'anéantir le Hamas afin qu'il ne constitue plus jamais une menace pour Israël. Mais après plus de 2 mois de guerre, les combats se poursuivent à Gaza, tandis qu'en Cisjordanie, un récent sondage d'opinion montre que la popularité du Hamas est passée de 12 à 44% depuis septembre. France 24. Ouma Saf, 64 ans, n'a plus qu'un fils à ses côtés, Asaf. Saleh est mort, Issam et Mohamed sont en prison. Son mari, qui a passé 20 ans dans les prisons israéliennes, est récemment décédé du Covid. La douleur du deuil est très dure. Imaginez quand je suis seule, je passe devant toutes ces photos. J'ai des souvenirs associés à chacune. La famille d'Ouma Saf entretient des liens étroits avec le Hamas. Elle est irréconciliable et parfois violemment opposée à Israël. Saleh a été abattu après avoir tué 2 soldats israéliens. Ouma Saf aussi a connu les geôles israéliennes à 2 reprises. Emprisonnée après le 7 octobre, elle a finalement été relâchée dans le cadre de l'accord d'échange avec les otages israéliens à Gaza. Elle dénonce des humiliations répétées et rejette l'idée de paix avec Israël. Quelle paix? Depuis les accords d'Oslo, ils nous parlent de paix. Quelle paix nous ont-ils donné? Les Israéliens, c'est comme la mer. Ils ne rejettent que les corps des morts. Un point de vue partagé par un nombre croissant de Palestiniens en Cisjordanie. Vendredi, jour de prière à Ramallah, l'hostilité envers Israël est palpable. Tout cela n'a pas commencé le 7 octobre. C'est à propos de 75 années de génocide et de nettoyage ethnique par Israël. Les prisonniers sont brutalisés quotidiennement. Il devrait y avoir une action plus poussée pour leur libération. Devant la mosquée, une manifestation est organisée par le Hamas. Les sondages d'opinion suggèrent que le mouvement islamiste est en plein essor, stimulé par la guerre à Gaza et le sort des prisonniers palestiniens. Le soutien au Hamas ne fait qu'augmenter depuis les événements du 7 octobre. On estime que si des élections devaient se tenir aujourd'hui en Cisjordanie, le Hamas récolterait plus de 50% des voix. Ensuite, l'armée israélienne multiplie les raids en Cisjordanie occupée depuis le début de la guerre contre le Hamas à Gaza le 7 octobre. 11 Palestiniens ont été tués durant cette opération, la plus longue en Cisjordanie depuis la seconde intifada. France 24. Pendant 3 jours, ce bourdonnement des drones sur la ville de Jenin est incessant. L'armée israélienne envahit la grande ville palestinienne. Les sirènes retentissent. Seuls quelques habitants s'aventurent dehors. Les soldats arrêtent massivement les jeunes Palestiniens. Des centaines sont détenus et questionnés à l'intérieur du camp. Ce jeune Palestinien, membre d'une brigade armée, accepte de témoigner anonymement. La situation dans le camp est très difficile. Il y a une partie du quartier qui est extrêmement petite, avec 300 Palestiniens dans des rues étroites. L'armée a d'abord déployé ses forces avec 250 soldats d'élite. Toutes les unités de l'armée d'occupation ont été déployées. Au 3e jour de l'incursion, il se dit que l'armée quitte le camp. Les habitants sortent alors pour constater les dégâts. Au cours du raid, des centaines de maisons ont été fouillées. Les infrastructures du camp détruites au bulldozer. L'armée israélienne, elle, dit avoir confisqué des armes et des explosifs improvisés. La situation semble calme. Mais soudain, les tirs retentissent de nouveau. Des membres des brigades armées tirent en rafale. Des snipers israéliens, toujours postés dans le camp de réfugiés, ripostent. Les civils autour de l'hôpital Ibn Sina sont terrifiés. Il y a un blessé juste ici. C'est la 2e fois qu'il tire sur quelqu'un. Oui, dans l'hôpital, il était juste là, à côté du rond-point, et ils lui ont tiré dessus. Ce n'est qu'un enfant de 16 ans. Ils tirent même sur les oiseaux. On a été exposé à des snipers.
Et on a beaucoup de difficultés à rejoindre les hôpitaux lorsqu'ils sont dans la ville. Avant le 7 octobre, les raids étaient déjà très fréquents. Mais aujourd'hui, ils font des incursions dans Jenin presque quotidiennement. Un petit peu plus loin, les corps de 11 Palestiniens tués sortent de la morgue. Ils sont emmenés jusqu'aux entrailles du camp de réfugiés. Ces jeunes crient à la gloire du Hamas et appellent à de nouveaux attentats contre les Israéliens. Ces raids à répétition participent à la radicalisation de la population palestinienne. Désormais, 70% des habitants de Cisjordanie occupée disent soutenir la lutte armée contre Israël. La popularité du Hamas a également triplé, selon un récent sondage. Ce soir-là, les cris de douleur des femmes du camp résonneront toute la nuit. Et pour terminer cette édition, la justice ivoirienne a suspendu à la dernière minute le congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principale formation d'opposition du pays au pouvoir de 1960 à 1999, qui devait élire son nouveau chef samedi. France 24. Ce sont 6200 congressistes qui s'étaient donné rendez-vous aujourd'hui à l'Hôtel Ivoire pour élire le prochain président du parti. L'accès leur a été bloqué par la police. La situation est similaire ici. Il y a un important dispositif de sécurité là où nous nous trouvons devant la maison du parti. Eh bien, ce congrès il a été annulé par la justice suite à un recours de 2 militants affiliés à Maurice Kakou Gikawe. Lui devait être candidat, mais il a jeté l'éponge suite, dit-il, à la pression du parti. Alors pour ces militants, ils contestent la liste de congressistes autorisés à voter et ils déplorent le fait qu'aucune liste de candidats n'a été officiellement publiée. Alors les deux candidats, vous l'avez dit, Jean-Marc Yassé et Tidjam Thiam, tous les deux, eh bien, ils ont appelé au calme et la direction du parti, du PDCI, de leur côté, s'est dit indignée par cette annulation et a dit qu'un bureau politique allait bientôt être mis en place pour essayer de trouver des solutions. Chers téléspectateurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.